Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle étape du Giro. Et cette fois-ci c'est l'étape numéro 12, une étape qui risque d'être très indécise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, votre grosse cote également pour cette étape. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, les shorts TikTok juste après l'arrivée aux alentours de 17h, 17h30. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis également pour soutenir la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Étape 12, étape indécise, pourquoi ? Parce que certes, l'étape est assez plate, mais elle est ponctuée de multiples côtes avec des petits murs assez régulièrement dans cette journée. C'est-à-dire qu'on en aura au bout de 50 km de course et quasiment jusque dans le final, même si ça va un peu s'espacer dans les 30 derniers kilomètres. Alors, certains ont l'air très pentus, d'autres un peu moins. La grande question est de savoir est-ce que cette accumulation de petites bosses ne va pas permettre aux sprinteurs d'aller au bout ou aux équipes de sprinteurs, parce qu'il faut bien prendre en compte aussi qu'un sprinter sans ses équipiers, il ne peut pas rouler derrière un groupe. Donc, je pense que ça risque d'être une étape où on va avoir du spectacle, ça risque de rouler fort, entre des équipes de sprinteurs qui voudront parfois éliminer certains de leurs adversaires, des équipes des baroudeurs qui voudront tenter leur chance, mais qui feront peur aux équipes de sprinteurs. Donc on risque d'avoir un rythme assez élevé. Est-ce qu'une échappée peut aller au bout? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on aura encore un sprint, mais pas forcément un sprint massif. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'on aura encore beaucoup de coureurs dans le peloton. Peut-être qu'on n'aura que 50, 60 coureurs à l'arrivée. Donc, il faudra bien gérer ses efforts. Il faudra avoir une équipe solide, parce que c'est une étape qui risque d'être assez fatigante. Donc, il faudra faire vraiment attention et faire partir une échappée. Je pense que la bonne idée, ça serait de faire partir une échappée en tout début d'étape, d'ensuite bloquer complètement la course et de rouler fort à 80 bornes de l'arrivée et tenter de revenir dans les 10 derniers kilomètres. Ça, je pense que ça serait peut-être la meilleure idée. Mais bon, ça ne va pas être si facile que ça à mettre en place. Dénivelé positif de cette journée, 2132 mètres. C'est-à-dire que c'est la 10e étape dans ce classement de dénivelé positif. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Et bien voilà, cette journée avec un enchaînement de petits monts pour nous emmener à Fano, étape numéro 12. On part de Martinsicuro pour aller à Mafano, 194 km ponctués de petites bosses, de petits murs tout au long de la journée. Vous voyez la première heure de course. Et même les 50 premiers kilomètres seront entièrement plats le long de la mer. Et puis ensuite, on aura des multiples difficultés, notamment du côté des sprints intermédiaires qui seront à chaque fois au niveau d'une bosse, que ce soit Recanati pour le sprint intermédiaire, 2 km 3 à 8% de moyenne, l'Intergiro à Ripé, 2 km 2, également à 8 ou 9% de moyenne, à Mondolfo, 1 km 2 à 5,1 de moyenne pour le sprint bonification. Et puis, entre ces différentes difficultés, vous voyez énormément de côtes de 4e catégorie. Elles sont au nombre de 4 à Osimo, à Monzano, à Ostra, la Cloche également, au kilomètre 150. Et puis, il y a des côtes qui ne sont pas au classement de la montagne. Et vous voyez qu'à chaque fois, les côtes de 4e catégorie, il y aura du pourcentage. 8-8, on aura une côte avec du 2,3%, 4%, mais à chaque fois, il y aura quand même un moment, un petit passage avec des pourcentages. Et puis vous avez cette dernière difficulté qui n'est pas au classement de la montagne, au kilomètre 181, c'est-à-dire à 13 km de l'arrivée, le Monte Grove, 1 km 2 à 9,2 de moyenne. Donc vous voyez, c'est vraiment une journée ponctuée de petites bosses. Est-ce que ça permettra à un puncher de s'imposer? Je ne sais pas. Est-ce que les sprinteurs iront au bout? C'est vraiment une grande question de savoir qui arrivera à gagner cette étape. Moi, je pense que les sprinteurs, s'ils sont motivés, peuvent aller au bout. Surtout qu'il y aura des opportunités pour des sprinteurs qui passent les bosses, pour des coureurs rapides qui passent les bosses. Mais on pourrait avoir aussi des punchers. Moi, je me dis quand même que sur la fin, on a
Dans les 30 derniers kilomètres, on n'a que 2 difficultés. Donc est-ce que ça sera suffisant pour réussir à faire la différence? Il y aura des phases de transition qui permettront au peloton de se regrouper. Mais ça, ce n'est que mon avis. Et je peux vous dire qu'il peut y avoir des grosses surprises sur cette journée. Du côté du Garibaldi, le final, les 5 derniers kilomètres, eh bien, vous voyez, c'est quand même pas mal technique hein, dans cette fin d'étape. On aura notamment un passage par un rond-point à 4 km 700 de l'arrivée, un virage à angle droit à 4 km 600, de nouveau un virage, enfin un enchaînement même à 3 km 8 à peu près, une grosse chicane juste avant les 3 derniers kilomètres, une courbe assez large ici, de nouveau un virage à angle droit à peu près 1 km 500 de l'arrivée, 1 km 200, un nouveau virage à angle droit, à 900 mètres encore un virage à angle droit, et puis une dernière courbe quand même, alors pas angle droit mais avec un angle quand même fortement prononcé qui elle sera à 350-400 mètres de l'arrivée. Donc on va faire vraiment un petit tour autour de Fano, dans Fano, et ça il faudra faire attention pour les coureurs. Parce qu'on pourra avoir des surprises et des chutes à cet endroit-là de la course. Du côté de la météo, on va regarder la carte. Le vent, c'est très simple, il va venir à chaque fois, ça sera un vent d'est, entre 15 et 50 km/h. Est-ce que ça permettra de faire des coups de bordure? Je ne sais pas. Ça va embêter les petits gabarits, ça c'est sûr. Les coups de bordure, je ne sais pas parce que le vent doit être vraiment de côté, parce que le vent va venir de la mer. Donc on n'aura pas vraiment un vent 3/4 comme on aurait pu avoir, ce qui aurait peut-être pu aider. Ça veut dire par contre qu'il y aura plutôt du vent de face hein, dans la courbe ici à 2 km, et plutôt du vent de dos par contre dans les derniers mètres de... Enfin un vent un petit peu de dos dans certains passages, un vent de côté pardon, dans les derniers mètres de course, mais un vent qui viendra voilà, toujours d'est, donc toujours de la mer. Je ne sais pas si ça permettra de faire des véritables cassures, malgré une force de vent qui sera importante, et encore une fois on est le long de la mer, donc on peut avoir du vent qui soit un petit peu plus important que prévu. 23 à 25 degrés, ça ce sont les températures, avec un temps ensoleillé en début de journée. Par contre, dans les 80 derniers kilomètres, on annonce pas mal d'orages avec un risque de pluie à 70%. On doit vous dire qu'avec un final aussi technique, ça peut être vraiment casse-gueule, et on peut avoir des coureurs peut-être seuls qui arrivent à s'en sortir. Mais il faudra faire attention voilà, sur cette étape en cas de sprint massif. On regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Italie. On parle de l'histoire du Tour d'Italie. Alors on part de Martin Sicuro qui a connu aucune arrivée du Giro. On a eu une arrivée du Baby Giro, c'était Moreno Moser qui s'était imposé en 2011. Il y a eu également le Giro Femmes avec Nada Cristofoli qui s'était imposé lors de l'étape numéro 2 en 97. Et pour remonter, c'était aussi une course qui était utilisée par le Chronostaffetta, voilà, qui était une épreuve dans les années 70 avec des multiples chronos. Voilà, c'était 3 chronos dans la même journée. Et donc il fallait, c'est marrant, une course par étape mais avec que des chronos, c'est-à-dire 3 chronos dans la même journée. Ça s'est arrêté en 92 cette épreuve là, peut-être un petit peu dur à organiser, surtout qu'en 92 en fait c'était plus des chronos, j'ai l'impression. Enfin voilà, j'ai peu d'informations au niveau du classement sur cette épreuve. Du côté donc de cette ville de départ, par contre du côté de l'arrivée, eh bien, on a eu une étape qui s'était terminée à Fano. C'était Mark Cavendish lors de l'étape numéro 5 du Giro 2012. Une étape qui était bien moins difficile qu'aujourd'hui, avec 209 km, mais assez plat, seulement 842 mètres de dénivelé positif. Il y avait juste quelques bosses dans les 40 derniers kilomètres. Et ce jour-là, Cavendish qui s'était imposé devant Matthew Goss et Daniele Benatti. Arnaud Démare avait fait 9e de cette étape. C'était son premier Giro à l'époque à Arnaud Démare. Et puis il y avait eu des cassures. Voilà, il y avait eu des petites cassures dans le final. Puis certains coureurs avaient perdu beaucoup de temps dans cette étape, notamment le maillot blanc de l'époque, Taylor Phinney, qui avait perdu 12 minutes 02 et donc avait dû laisser tomber sa tunique à ce moment-là.
qui avait été récupéré pour le maillot blanc par Navardoscas, donc qui n'avait pas fini avec le maillot blanc à la fin, Ramonas Navardoscas, qui a eu une carrière assez étonnante parce qu'à un moment on croyait que ça allait être un futur crack, et puis ensuite ça a été compliqué à partir de 2016 sur les dernières années. Il est passé chez Delpo et il a fini en 2022, mais sans forcément avoir beaucoup de réussite dans sa carrière. Et il est maintenant assistant directeur sportif chez EF, enfin dans l'équipe de développement. Voilà, Navardoscas. C'était vraiment un coureur ultra prometteur dans ses jeunes années. Et puis ensuite, on l'a un peu perdu. Voilà, Navardoscas, au fur et à mesure du temps. Et les dernières années de carrière, c'était un peu compliqué. Il a eu vraiment un vrai pic. Il avait remporté notamment une étape du Tour de France, une étape du Giro. Entre 2012 et 2015, il est très fort. Et puis à partir de 2016, déjà les résultats dégringolent. Et sur les dernières années, c'était un petit peu compliqué du côté des professionnels. Du côté du cycliste du jour, on va parler d'Enrico Paolini. Alors, coureur italien, particularité, il n'est passé que dans une seule formation en tant que coureur, qui était la SCIC. Coureur qui sur le Giro a eu des bons résultats, notamment 7 victoires d'étape en 70, 71, 72, 74, 75, 78. Pas mal de victoires en Italie, notamment sur le Giro dell'Emilia, Milan-Turin, le GP Camure, le Giro del Veneto. Et puis c'est un coureur qui a eu également un top 11, comme dirait Thibaut Pinot et Tony Galopin. C'était en 71, top 11 du Giro. Il avait porté le maillot rose pendant 3 jours cette année-là. Et puis il a remporté quand même des étapes sur 6 Giro différents en 11 participations. Et il n'a surtout jamais abandonné le Giro. Sur le Tour de France, ça a été un petit peu plus compliqué. 3 participations, une seule fois il a fini. C'était en 1976 à la 50e place. Donc un parcours intéressant pour ce coureur. Qui ensuite a été manager, alors pas manager des équipes où il y avait le moins de dopage, notamment à la LPR. On se souvient qu'il y avait des Lucas, notamment en 2007. Non, est-ce qu'il était déjà... Il y avait Petaki en 2007. Est-ce qu'il y avait... Il y avait qui en 2007 dans cette formation? Non, il y avait Baletti. Il y avait Nardello. Metluchenko, qui était ukrainien, ceux qui se souviennent. Les Gutiérrez. Mais non, il n'y avait pas encore Rebellin en 2007. Rebellin arrivera après en 2008 avec Petaki également, non? Ah non, c'était Ferrari qui était là, avec Paolo Savoldelli aussi qui était dans cette formation. Il y avait des petits... Il y avait des coureurs, avec des belles casseroles au cul. Au niveau dopage, c'est une équipe qui a eu pas mal de dopage dans sa carrière, au niveau de la structure. Et il a dirigé également Acquae Sapone, Domina Vacanze, où il y a eu Domina Vacanze, il y a eu Cipollini. Acquae Sapone, il y a eu aussi du dopage, parce que dans le cyclisme italien, entre 90 et 2000, il y avait difficile d'avoir échappé au dopage. Il est passé dans quelques formations où il y a eu pas mal de dopage à l'intérieur du côté de ce coureur. On passe désormais à la stratégie. Moi, je pense qu'on aura une échappée entre 6-10 coureurs, même si l'objectif, ça serait plutôt de filtrer l'échappée. Je pense que ça sera compliqué de la filtrer. Je pense que beaucoup de managers vont dire cette étape-là peut aller, l'échappée peut aller au bout. Il y a aussi quelques équipes qui n'ont plus de sprinters. Je pense à Intermarché, je pense aussi à Visma Lease a Bike. Donc, ils vont peut-être, un Tratnik par exemple, partira peut-être dans l'échappée. Donc, on aura peut-être une échappée de 6 à 10 coureurs. Moi, je me dis, je pense que cette échappée-là peut être rattrapée, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des attaques
dans la dernière montée. Il y a quand même 9% en déclivité. Mais je vois plutôt un sprint massif. Encore une fois, je pense qu'il y a un petit peu de temps pour se réorganiser. L'arrivée n'étant pas au pied de la descente, je pense qu'on peut se réorganiser. Il faudra quand même faire attention en cas de sprint. C'est la météo qui va rendre la course compliquée. Et surtout, si on n'arrive pas à avoir moins de 30 secondes sur les échappées dans les 5 derniers kilomètres, si ça ne se regarde pas, l'échappée peut aller au bout, vu comment c'est technique sous la pluie. Donc il faudra faire attention de ce côté-là. Du côté de mes favoris, on reprend un petit peu les mêmes, on recommence. Jonathan Milan, parce que c'est quand même un sprinter qui passe extrêmement bien les bosses. Caden Groves nous a montré aussi qu'il n'était pas mauvais dans ce domaine-là. Et puis je tente un Laurens Pitty, qui en plus a fini 4e, même si c'était un sprint un petit peu mouvementé. Et en grosse coach, tente Narvaez, parce que chez Ineos, on a l'impression quand même qu'on lui laisse pas mal de liberté aux coureurs équatoriens. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!